ministère de l'écologie. Cette équipe est à cheval sur les 2 directions concernées par la thématique rénovation énergétique, qui sont la direction générale aménagement, logement, nature pour la partie, bâti et la direction de l'énergie, donc pour la partie énergie. Je suis là donc pour vous présenter, la mesure de rénovation énergétique des bâtiments publics du fonds vert, car c'est au sein de notre, équipe que le pilotage général de la mesure, voilà, est effectué, c'est-à-dire le cadrage de la mesure, pas l'instruction, j'y reviendrai. Je vais commencer par vous donner quelques informations générales, sur, le fonds vert dans son ensemble et donc après me focaliserai sur la mesure de rénovation énergétique en donnant là aussi ses principales caractéristiques et les principaux changements qui ont eu lieu donc, en 2024 sur la mesure. Je ne connais pas votre niveau d'information à tous, j'ai été plutôt synthétique dans ma présentation. On pourra revenir, donc, voilà, sur des points de détail, dans les questions et puis évidemment je vous renvoie aussi, vous verrez au document, de support, donc, auquel vous avez désormais accès. Je te laisse passer la merci. Donc le fonds vert, couramment appelé fonds vert, c'est le fonds d'accélération de la transition écologique, dans les territoires. Il a été annoncé à l'été 2022 et mis en œuvre dès début 2023. Sur l'année 2023, il a connu un fort succès, doté initialement donc en 2023 de 2 milliards d'euros. La quasi-totalité des fonds ont pu être engagés, hein, sur l'année 2023, donc forte mobilisation des services pour, voilà, pour instruire tous les projets déposés et fort engouement au niveau des collectivités pour se saisir de ce nouvel outil. Très rapidement, donc à grands traits, ce qu'il faut retenir du fonds, donc c'est un fonds à destination des collectivités, essentiellement toutes les collectivités territoriales et de leurs partenaires. Ça dépend des mesures pour les partenaires, et j'y reviendrai pour la mesure de rénovation énergétique. Il soutient donc des projets dédiés à la transition écologique et qui doivent avoir un fort impact écologique. Cet impact, cette ambition écologique des projets est traduite dans chaque mesure et retranscrite dans les cahiers d'accompagnement des mesures. C'est une exigence à associer et donc à chaque mesure du fonds vert et qui se décline aussi évidemment dans les critères d'éligibilité après des projets déposés. Il soutient des projets à différents stades de maturité et c'est une caractéristique vraiment importante, c'est que ce sont des crédits qui sont déconcentrés, donc l'instruction se fait à un niveau déconcentré au préfet de région ou de département selon les mesures. Et il y a aussi une liberté, enfin vraiment qui est laissée au préfet pour adapter voilà, les différentes mesures ou les critères aux réalités territoriales et aux enjeux locaux. En 2023, il est de 2,5 milliards d'euros. En 2024, pardon, je vais y arriver. Il a été porté à 2,5 milliards d'euros, le fonds vert. Il est géré, il n'est pas géré par appel à projet. Donc, les dossiers peuvent être déposés tout au long de l'année. Et on est passé donc, chaque fin d'année, il y a une fin de gestion. Donc là, il y a eu une bascule entre 2023 et 2024. Les dossiers déposés en 2023 qui n'ont pas été ni rejetés ni acceptés, donc qui n'ont pas pu être traités pour diverses raisons, incomplets, problème de disponibilité peut-être de l'enveloppe ou de temps pour l'instruction, ont été basculés en 2024. Donc après, il suffit de les confirmer, mais en tout cas, il ne faut pas redéposer les dossiers. Et donc pour 2024, toutes les mesures, sauf une, sont désormais ouvertes pour déposer des dossiers. Et donc tout est accessible en ligne et la plateforme qui sert vraiment comment dire, la plateforme Aide et Territoires est vraiment le lieu où vous trouverez voilà, toutes les informations et l'accès au formulaire. C'est vraiment notre principal outil et que vous pouvez trouver aussi toutes les aides disponibles normalement pour les collectivités territoriales et en particulier donc toutes les mesures du fonds vert. Voilà, j'ai fini, je te remercie. Et je vais juste oublier une chose, c'est quand je disais qu'il n'y avait pas d'appel à projet sur le fait que les dossiers peuvent être déposés au fil de l'eau. Il peut quand même y avoir des dates de relève fixées localement. Là aussi, il y a des fois des gestions locales qui peuvent être différentes par endroit, mais la date relève ne signifie pas qu'après la date de relève, plus rien, voilà, plus aucun dossier ne peut être déposé. En tout cas, il n'y a pas cette contrainte de
cette contrainte temporelle de déposer les dossiers avant telle date, si ce n'est qu'il y a une gestion annuelle quand même et que voilà, celui de l'année, il faut aussi, pour 2024, il s'agit quand même de déposer les dossiers avant le 25 décembre, disons à peu près. Donc, les principales évolutions pour 2024 de l'ensemble du fonds vert, donc j'ai déjà dit, donc on a une enveloppe globale qui a été rehaussée, donc on est passé de 2 milliards à 2,5 milliards, et on a aussi une pérennisation du fonds vert qui devient vraiment un des outils de la planification écologique qui se décline maintenant au niveau territorial, à la fois avec les conférences des parties au niveau régional, mais aussi dans le cadre des nouveaux contrats, des nouveaux CRTE, donc contrats pour la réussite de la transition écologique. Donc, pérennisation annoncée jusqu'en 2027 de ce fonds, ce qui donne un peu de visibilité et aussi voilà, pour les collectivités, pour vous, pour se dire, voilà, si on a un projet à déposer. Alors, j'ai un message qui s'est affiché comme quoi on me comprenait mal. Je ne sais pas si c'est un problème de son ou de connexion. Est-ce que c'est partagé? De mon côté, on t'entend très bien. Donc, D'accord. bon. Je vais poursuivre. Je suis désolée, je reviendrai si c'est une question de compréhension sur le fond. On pourra y revenir par la suite. J'espère en tout cas que voilà, le son est correct pour tout le monde. J'en étais donc à la pérennisation jusqu'en 2027 qui vous permet d'avoir une visibilité pour programmer vos investissements et vos projets. Et voilà, désormais, vous savez que voilà, il sera possible donc d'utiliser cet outil sur les 3 prochaines années. Et que le fonds vert associé assez stable dans sa structure. Il se décline en 3 axes principaux qui sont la performance environnementale, l'adaptation au changement climatique et l'amélioration du cadre de vie. Donc, c'est voilà, 3 objectifs également, politique publique. Et dans ces axes, donc, il y a plusieurs mesures. Il y avait 13 mesures donc, en 2023, il y en a 15 cette année, avec 2 nouvelles mesures, notamment territoire d'industrie. Je ne parlerai pas en détail de cela. Et puis, parmi les mesures, donc, donc, en gros, on va dire que l'ensemble des mesures 2023 se retrouvent en 2024. Nous avons un micro ouvert. Petite formation. S'il vous plaît, est-ce qu'on voulait bien fermer vos micros le temps de la présentation? Merci. Pardon. Donc, sur les mesures, l'ensemble des mesures 2023 ou quasi reconduites en 2024 et celles qui subit, en tout cas, celle qui vraiment présente le plus d'évolution en 2024, c'est la mesure de rénovation énergétique des bâtiments, et j'y reviendrai. En particulier, on a une augmentation donc, du fonds de 500 millions d'euros au global, donc entre 2023 et 2024. 500 millions, ça correspond aux 500 millions, donc l'enveloppe de 500 millions qui est dédiée à la rénovation et la renaturation des établissements scolaires, donc qui passe en très grande partie par la mesure de rénovation des bâtiments. Donc, c'est cette grande priorité donc à la rénovation énergétique et la renaturation des établissements scolaires, elle est donnée notamment dans la circulaire globale Fonds vert du 28 décembre qui est parue en début d'année, qui est plutôt adressée au préfet pour la mise en œuvre de ce fonds. Alors, nous avons vu, tu peux y aller, je te remercie. Pour vous accompagner le déploiement du dispositif, il y a plusieurs outils, en tout cas, plusieurs documents et donc aussi en ligne, donc je vais déjà parler rapidement, qui sont à votre disposition. Sur le site du ministère, vous avez le guide à l'attention des décideurs locaux, donc générique, qui présente brièvement toutes les mesures et le fonctionnement du fonds vert. Et pour chaque mesure, nous avons un cahier d'accompagnement qui est dédié à la fois aux porteurs de projets et aux services instructeurs, qui donnent les caractéristiques de la mesure et notamment voilà, les seuils, les critères d'éligibilité des dossiers donc, qui vous intéressent en tant que porteur de projet. Ces cahiers d'accompagnement donc, ils sont pour quasi tous publiés, ce pour une mesure, et celui de donc, la mesure de rénovation énergétique des bâtiments a été publié un tout petit peu plus tard que la majorité, mais il a été publié, il est en ligne depuis le 19 janvier pour l'édition 2024.
Ensuite, donc, les principales caractéristiques de la mesure sont reprises sur des fiches qui sont disponibles sur la plateforme AD Territoires dont je vous ai parlé. Et pour chaque mesure, vous avez aussi directement accès au formulaire de demande qui se remplit sur l'outil démarche simplifiée, qui est maintenant aussi l'outil unique pour faire les demandes, par exemple, de dotation d'investissement comme la dotation de soutien à l'investissement local, la dotation d'équipement des territoires ruraux. En ligne aussi, une foire aux questions qui, je pense, n'est peut-être plus en fait accessible en ce moment, enfin qui doit être mise à jour puisqu'il y a eu des évolutions en 2024. Donc, la foire aux questions sur Aide Territoire, je suis désolée, je n'ai pas vérifié avant, mais je crois qu'elle est peut-être, de toute façon, elle n'est pas complètement à jour pour 2024, même si voilà, il y a des questions qui restent les mêmes. En fait, il y a des réponses qui restent les mêmes surtout. Mais elle doit être mise à jour assez rapidement, donc début février. Et c'est un bon complément au cahier d'accompagnement sur certains points. On peut passer à la suite. Donc maintenant, je vais me focaliser sur la mesure qui nous intéresse, une des 15, qui est la mesure de rénovation énergétique des bâtiments publics locaux. Comme je vous ai dit, l'ensemble du fonds est à gestion déconcentrée. Pour ce qui est de cette mesure, elle est instruite au niveau départemental, tout comme donc, les dotations de soutien à l'investissement des collectivités que je citais justement, la DSIL, DETR, mais aussi des dotations politiques de la ville. Donc, en fait, ce sont les mêmes instructeurs au niveau préfecture, même si on soutient aussi les équipes de la direction départementale des territoires. Sur les aspects techniques liés au dossier. Donc, vos contacts de DSIL, DETR peuvent aussi vous servir pour, dès lors que vous avez un dossier en cours de construction ou déposé, le contact, ce sera au niveau de la préfecture de département pour ce qui est de la mesure de rénovation énergétique du fonds vert. Je vous remercie. Alors, de cette mesure, les caractéristiques principales, donc ce qui s'applique pour les 2 sous-mesures dont je vais vous parler par la suite. Les projets éligibles sont des projets avec travaux de rénovation énergétique ou d'amélioration du confort d'été qui sont réalisés donc sur des bâtiments existants et sur une mesure de rénovation. Donc, je parle ici du cas général. Hein. Donc, projet sur bâtiment existant visant donc essentiellement la rénovation énergétique ou l'amélioration du confort d'été et donc qui ont pour objectif de diminuer significativement les consommations d'énergie ou d'améliorer le confort thermique d'ailleurs pour la partie confort d'été. Donc, sur bâtiments existants, portant sur des bâtiments qui appartiennent aux porteurs éligibles. Les porteurs éligibles sur cette mesure sont les collectivités et leurs groupements au sens du Code général des collectivités territoriales. Donc, on a évidemment les communes, les EPCI, mais aussi les syndicats d'énergie, par exemple, et puis les départements et les régions. Et évidemment, donc, on aura des critères d'éligibilité qui sont définis, sur lesquels je vais revenir après pour chaque sous-mesure. Donc, projet éligible, les projets donc, sur bâtiments existants, des collectivités et leurs groupements, sur des bâtiments qui font partie de leur patrimoine. Voilà, des bâtiments qui leur appartiennent. Les bâtiments existants, c'est-à-dire pas des constructions neuves, en fait. Je reviendrai après sur les questions. On est sur des projets de rénovation. Les critères de sélection des projets, il y a aussi une possible hiérarchisation des projets déposés. Les critères principaux, un petit peu comme pour toutes les mesures, c'est l'ambition écologique des projets éligibles, c'est-à-dire ceux qui vont le plus réduire les consommations énergétiques, participer à la baisse des émissions de gaz à effet de serre et améliorer le confort thermique du bâtiment. Et évidemment, comme je signalais, étant donné qu'on a une enveloppe dédiée, une priorité au niveau du fonds vert pour les établissements scolaires, on a aussi une priorité au sein de la mesure pour les établissements scolaires et aussi en particulier pour les écoles, puisqu'il y a une attention particulière qui est portée aux établissements qui relèvent des communes, en particulier celles qui n'ont pas d'ingénierie propre ou qui ont moins de moyens que des collectivités plus grandes. Ensuite, pour la sélection des projets, il y a, comme je vous disais, c'est une mesure à gestion déconcentrée. C'est une liberté d'appréciation qui est laissée au préfet, donc pour s'adapter aux réalités du territoire. Et donc, voilà, c'est lui qui décide de la sélection et des taux de financement de chaque dossier.
si je reviens, je vais venir ensuite sur voilà, les caractéristiques propres de chaque sous-mesure, parce que nous avons désormais en fait 2 sous-mesures dans la mesure de rénovation énergétique des bâtiments. Dans la mesure, on va dire, principale, qui correspond des projets de rénovation énergétique, qui est telle qu'elle existait en fait en 2023, et une sous-mesure qui est en fait dédiée plus particulièrement au confort d'été, donc qui vise uniquement les travaux d'amélioration du confort d'été. Donc pour ce qui est des projets de rénovation énergétique, on a une différenciation des critères d'éligibilité entre métropole et outre-mer, parce que cette mesure s'applique sur l'ensemble du territoire. Pour ce qui est de la métropole, ce qui est exigé, c'est 40% d'économie d'énergie, 40% de baisse de consommation d'énergie après travaux. Ce seuil était de 30% en 2023 et il a été rehaussé à 40% en 2024 en énergie finale, et accompagné d'une réduction significative des émissions de gaz à effet de serre, notamment via les systèmes, donc les changements de système et de systèmes de chauffage en particulier. Ce qu'on a introduit en 2024, c'est qu'il n'y aura pas de soutien financier dans les projets pour l'installation de chaudières fonctionnant uniquement aux énergies fossiles. Ça, c'est voilà, cette année, c'est une nouveauté de 2024. Ça ne veut pas dire que le projet ne peut pas être éligible en soi, mais en tout cas, si un projet inclut l'installation d'une chaudière 100% gaz, on ne parle pas des systèmes hybrides ici. Les systèmes hybrides pourront être soutenus via le fonds vert, dans la mesure où ils incluent un minimum d'énergie renouvelable. Mais par exemple, une chaudière, dans le projet de rénovation, il y a un changement de système de chauffage et que le nouveau système est une chaudière 100% gaz, cette partie-là ne pourra pas entrer dans l'assiette des dépenses éligibles du projet. Et ne pourra pas être soutenue par le fonds vert. Donc ça, c'est pour la métropole. Donc on a un critère seuil en termes de baisse de consommation d'énergie attendue. Pour l'outre-mer, on n'a pas ce critère en chiffré, mais en tout cas, on a une liste de gestes qui est définie, et on a un critère d'éligibilité qui se définit en type de geste, ça veut dire avec au moins 2 gestes, un sur l'enveloppe du bâti et un sur l'équipement, et qui doit aussi contribuer évidemment à la baisse des consommations d'énergie et à la réduction des gaz à effet de serre. Dans les 2 cas, ces baisses de consommation d'énergie attendue et réduction des gaz à effet de serre doivent être attestées par une étude qu'on a appelée étude thermique en métropole, étude énergétique pour l'outre-mer. Cette étude thermique est une pièce justificative obligatoire pour ces projets de rénovation énergétique. Voilà, il faut justifier par une étude. Étude dont on a défini le contenu, dont le contenu est défini en annexe du cahier d'accompagnement dont je vous ai parlé. Et c'est ce contenu en fait que l'on exige, mais on n'exige pas un format en particulier, mais un contenu, et qu'elle soit réalisée par une personne qualifiée. Ça peut être un économe de flux, comme il y en a dans les collectivités ou syndicats d'énergie parfois, un conseiller en économie partagée ou un bureau d'études, mais on n'a pas imposé que ce soit obligatoirement réalisé par un bureau d'études agréé pour l'audit, par exemple. Tout ce que je vous raconte là, est détaillé dans le cahier d'accompagnement de la mesure que je vous ai cité au départ. D'ailleurs, je pense Silo a prévu certainement de vous transmettre la présentation juste après. Et il y a normalement des liens actifs sur la page du ministère de l'écologie. Vous pouvez trouver tous les cahiers d'accompagnement. Je vous remettrai tout à l'heure dans le chat le lien direct, dès que j'aurai le lien direct vers le cahier Réno besoin. Donc, je termine pour la mesure principale, que j'appelle principale, de projet de rénovation énergétique. Donc, pour ce qui est de ce qui nous intéresse aussi ici, puisque nous faisons ce webinaire dans le cadre du projet du Rénov', c'est l'articulation avec les autres dispositifs, en fait, qui peuvent cibler la rénovation énergétique des bâtiments. Alors, pour ce qui est de la partie financière, et notamment subvention de l'État, on a un cumul possible des aides fonds verts avec les dotations des SIL, des SID, des ETR, des PV, pour aller très vite, donc dotation de soutien à l'investissement local, qui soit des communes, départements, régions ou territoires ruraux. Un cumul possible, alors vous êtes même encouragé fortement les porteurs de projets à mobiliser les certificats d'économie d'énergie, et il y a un cumul possible, en signalant qu'il existe encore un coup de pouce d'ailleurs sur le chauffage des bâtiments résidentiels et collectifs tertiaires, et une bonification pour les opérations qui sont réalisées dans le cadre de contrats de performance énergétique. Il y a une possibilité également de...
Rien, non, Bah, vas-y. Voilà, merci pour avoir coupé le micro. Et il y a également, alors je vais repréciser ici la mesure de rénovation énergétique du fonds vert, c'est une mesure de travaux. Elle peut inclure des prestations d'ingénierie, mais il faut obligatoirement qu'il y ait des travaux. On ne va pas financer uniquement des audits, par exemple, sur cette mesure. Donc, et dans l'articulation avec les autres dispositifs, on peut avoir, par exemple, C'est noté. un financement. À bientôt, au revoir. Pardon, c'est assez déstabilisant s'il y a des personnes qui ont le micro ouvert et qui parlent en même temps. Je suis navrée, donc je vous remercie d'y prêter attention. Merci Du coup, de couper je vos ne vois micros, plus la s'il vous plaît. présentation. Oui, Ouais, oui, je la merci. repartage. Attends, tu l'as coupé, je crois. Non. J'ai pas coupé ça. Alors attends, Mélanie, on ne t'entend plus. Je sais pas ce qui se passe. Peut-être que tu as désactivé tous les micros. Eh ben peut-être. Désolée. Non, mais Désolée, ça fait que 20 secondes qu'on t'entend plus. Pardon, dans ce que je n'avais pas vu. Je viens de le réaliser et je ne sais plus où j'en étais. Tu parlais des travaux, en tout cas la dernière fois que... C'est pas la dernière chose que vous avez Financement de entendue, en travaux. tout cas. Donc, pour les dispositifs, on veut dire de financement de travaux, donc j'ai pas les cumuls possibles, donc de la subvention fonds vert, donc qui doit obligatoirement inclure des travaux, hein, avec donc les dotations soutien à l'État et avec la mobilisation des certificats d'économie d'énergie. On peut avoir une prise en charge des études amont de l'ingénierie préalable par le programme ACTE, par exemple. Ou certainement pas le programme du Rénov, je ne vais pas repréciser ici parce que j'en ai parlé après, et un financement fonds vert pour l'investissement. Là, il s'agit de ne pas demander 2 fois du soutien pour la partie ingénierie préalable, quoi. Donc, le fonds vert, dans ce cas-là, en fait, il prendra en charge que la partie investissement et pas les études préalables s'il y a déjà eu bénéfice du programme ACTE, par exemple. Possibilité aussi de mobiliser, donc voilà, donc ça, je pense que Silouette, tu vas y revenir après plus en détail, donc les capacités d'intervention de la Banque des Territoires et notamment dans le cadre du programme EduRénov et plus largement sous forme de financement ou de financement en termes de prêt ou de financement d'ingénierie. Je vais ensuite passer à la deuxième sous-mesure qui est la nouveauté 2024. En fait, on a ouvert une sous-mesure dédiée au confort d'été, donc pour des projets portant uniquement sur l'amélioration du confort d'été et donc uniquement en métropole. Pour cette mesure, je ne l'ai pas précisé ici, c'est une mesure métropole. Qui fonctionne. Voilà, pardon, excusez-moi, j'essaie de retrouver moi-même où j'en suis de ma présentation. En fait, oui, alors nous avons défini une liste de gestes en fait qui portent sur le bâti et les équipements. Et qui sont en fait des solutions passives, c'est-à-dire qui visent à protéger le bâtiment du rayonnement solaire et à accroître la ventilation, mais avec sans ou très peu d'économie d'énergie. C'est-à-dire qu'on ne va pas financer de la climatisation via cette nouvelle sous-mesure dédiée au confort d'été. Et pour être éligible, un projet devra inclure obligatoirement, si ce n'est déjà fait, la mise en place de pare soleil. En fait, c'est une mesure sur l'enveloppe, sur le bâti, ce sont des débords, l'installation de protection solaire extérieure sur les baies cette fois. Donc, ce qu'on privilégie, c'est vraiment la protection des rayonnements solaires du bâtiment. Et ça, ce sera donc c'est mobilisable dès maintenant pour 2024 et avec donc la même priorité que pour l'ensemble de la mesure sur les bâtiments scolaires qui sont particulièrement ciblés sur cette sous-mesure. Et je suis allée très vite, j'étais assez synthétique, je pense que j'ai à peu près dit ce que je voulais sur la mesure de rénovation énergétique des bâtiments locaux. Je n'ai pas pu noter l'ensemble des questions et je pense que tu vas me les percuter, Sylvie, mais je vais jeter un œil. Ouais. C'est peut-être le moment d'y revenir parce que je pense qu'il y a peut-être des questions communes à plusieurs personnes. Donc peut-être que déjà, je peux te proposer de revenir sur les questions posées sur le chat et puis ensuite de laisser la parole aux personnes qui ont des questions complémentaires. Alors, une première question sur les bâtiments éligibles.
Oui, je l'ai vu passer. Les collèges, est-ce que les collèges sont éligibles? Les crèches, comme tu parlais de bâtiments prioritaires, peut-être revenir voilà, là-dessus. Établissement scolaire, premier, second degré. Crèche n'est pas considéré comme un bâtiment scolaire, mais après, si c'est un bâtiment d'une collectivité, ce sera éligible au même titre que les autres types de bâtiments sur la mesure. Très bien, merci. La date limite de dépôt des dossiers, alors tu le disais, il n'y en a pas. On peut candidater tout au long de C'est un l'année. fonctionnement annuel, en fait, là. Donc, enfin, il y a des, comment dire, il peut y avoir des modifications, voilà, comme je vous ai présenté, d'une année sur l'autre. Et la fin de gestion, comme je dis, elle n'intervient pas le 31 décembre. Donc, voilà, pour l'année 2024, il faut quand même mieux préparer son dossier pour le déposer avant décembre. Même si s'il n'y a pas d'appel à projet avec une date limite, voilà, enfin, c'est aussi bien de s'y prendre de pouvoir le déposer assez tôt pour pas mettre l'instruction et pas en effet dans les tout derniers jours de l'année 2024. Mais voilà, comme je l'ai dit, le fonds vert est de toute façon pérennisé jusqu'en 2027 et cette mesure n'est pas vouée à disparaître. Par contre, il peut y avoir des évolutions d'une année sur l'autre. Il y a une question plusieurs questions que j'ai vu passer sur les projets de démolition, reconstruction de bâtiments. Comme tu parlais de bâtiments existants, est-ce que le fonds vert accompagne, voilà, finance les travaux de ce type de projet? Non. Dans le cas général, non. Donc, c'est bien des travaux de rénovation dont il s'agit. Nous avons introduit une exception dans le cahier 2024 pour les écoles seulement, avec une justification par un expert du fait qu'il n'est pas possible de procéder techniquement à une rénovation. L'argument ici, c'est qu'une construction neuve, sur son bilan carbone global, est la plupart du temps moins favorable voilà, si on prend l'empreinte globale qu'une rénovation, mais on ne prend pas juste l'aspect financier en compte. Donc, on a introduit une exception, mais voilà, une seule. Et donc, dans le cas général, non. Merci. C'est peut-être là aussi la différence, la complémentarité avec notre programme, ou à l'inverse, dans le programme EduRénov, voilà, peut-être pour répondre à des personnes qui ont ce type de projet, on peut accompagner, dans certains cas, donc à la lecture des projets, bien sûr, mais des projets de démolition, reconstruction sur site existant, dans le programme EduRénov, mais pas dans le fonds vert, donc. Avec l'exception de l'école, mais avec quand même une justification qui n'est pas simplement du fait que ce soit moins coûteux, mais voilà, d'une impossibilité technique, puisqu'on a quand même des rénovations très lourdes qui peuvent être entreprises, enfin, même de bâtiments dits préfab ou autres, sont techniquement possiblement rénovables parfois. Donc voilà, il faut une justification par une personne donc, compétente. Alors, comment nous l'avons formulé exactement, je vous renvoie au cahier, je l'ai peut-être sous les yeux. En tout cas, je le retrouverai. Et je ne suis pas sûre de le retrouver dans la seconde. En tout cas, nous l'avons. Je vais de toute façon renvoyer à la fin du webinaire, la présentation, les supports en ligne. Après, sur ces projets-là, ils peuvent aussi être soutenus dans le cadre des dotations d'investissement local, projet de construction neuve. Ou de démolition-reconstruction qui revient à une construction neuve. Alors, sur les questions, j'ai vu passer une question sur le montant minimum. Est-ce qu'il y a des montants minimums de travaux, notamment sur les questions d'amélioration de confort d'été? Nous n'avons pas inclus à ce stade de montant minimum de travaux. Alors, il y a quelqu'un qui a levé la main aussi tout à l'heure. Est-ce que vous souhaitez prendre la parole? Oui, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Alors voilà, Tremblay. d'abord, je m'excuse pour le micro allumé. C'est en voulant rallumer le son à la fin de mon appel, j'ai appuyé sur allumer le micro. Du coup, je n'avais pas le son, mais par contre, vous m'avez bien dû m'entendre. M'excuse, Bon, je pardon. m'excuse. Désolé. Je voulais savoir si dans le cadre donc, du fonds vert, plan vert, les travaux de mise en place de mise en place ou de remplacement de GTC, GTB par des systèmes vraiment plus performants de pilotage des installations de chauffage pouvaient être pris en compte parce que comment dire, les consommations sont vraiment liées au bon pilotage des installations et des fois on a des espèces de, comment dire, de vieux réseaux où on chauffe tout un bâtiment de la même façon alors que les besoins ne sont pas les mêmes avec des apports importants à un endroit, des apports moins importants au nord et en fait des fois rien que travailler sur les réseaux et un bon pilotage des installations peut permettre de réduire considérablement
la facture, d'autant qu'en plus, il y a le décret BAC qui… voilà. Merci. Alors, oui, merci. Je ne suis pas entrée dans les détails du type de travaux. Donc, pour les projets de rénovation énergétique, on peut avoir des installations comme ça de régulation, pilotage. En effet, ce qu'il y a, c'est qu'on a toujours ce seuil, par contre, l'application du seuil d'éligibilité à 40% de consommation d'énergie. Donc, voilà, il faut que le bouquet de travaux, y compris le pilotage, inclus dans le projet, permettre d'atteindre ce seuil d'éligibilité. Mais en effet, c'est inclus dans les projets, voilà, dans les travaux de projets de rénovation. Merci. Ce n'est pas vraiment des travaux, je vous l'accorde peut-être dans le sens propre, mais en tout cas, c'est inclus. Alors, je vois d'autres mains qui se sont levées. Madame Émilie Hawk, j'imagine. On ne vous voit pas, mais vous avez une main levée. Oui, bonjour. Je suis de la ville de Cahors et j'ai juste une question parce que nous avons déposé un dossier en 2023 pour la rénovation énergétique de l'école qui n'a pas pu être traité. Et je veux juste savoir, est-ce que c'est les critères d'éligibilité de 2023 ou de 2024 qui s'appliquent dans ce cas-là, notamment concernant le gain énergétique? Ce seront les critères de 2023, les plus favorables. OK. Super. Merci beaucoup. En prie. Merci. Je crois qu'il y a une autre main levée de Monsieur Philippe Daved. Oui, bonjour. Merci de la parole. Maire d'une petite commune. J'ai un projet de changement de huisserie. Nous entendons assez mal. Moi, je vous entends très mal. Oui, on vous entend très loin. Est-ce que vous pouvez parler un peu plus fort ou vous rapprocher de votre micro qui est coupé maintenant? Alors peut-être… Ah oui, Monsieur Daven. Oui, bonjour. Oui. Vous m'entendez? On vous entend mieux. Bien. Je suis maire d'une petite commune. J'envisage le début de la rénovation du bâtiment école par le changement d'huisserie. Vous nous demandez de justifier d'une étude thermique pour au moins 40% d'économie d'énergie. Est-ce que vous êtes en mesure de chiffrer le coût d'une telle étude et pour aller droit au but, est-ce que ça risque pas de nous pénaliser dans le budget par rapport à la subvention que vous nous proposeriez? Merci. Alors, le coût de l'étude, ça va dépendre on va dire, du ou des bâtiments en question. Ça peut être un jour homme. C'est sur un petit bâtiment, ça peut être quasi zéro si vous avez dans votre collectivité, syndicat d'énergie, un économe de flux, un conseil en économie partagée qui peut réaliser cette étude. Comme je l'ai dit, en fait, on impose le contenu, mais pas d'avoir le tampon obligatoirement d'un bureau d'études. On n'impose pas que ce soit un audit énergétique, par exemple, au sens de la réglementation. Donc, coût très variable, pas obligatoirement. Voilà, ça peut être 5 000 € sur un bâtiment, peut-être de 1000 mètres carrés, mais j'ai plus, enfin, j'avais des ordres de grandeur en tête, mais ça devrait, voilà, oui, ça dépend vraiment, vraiment de la surface des bâtiments concernés quand même. Mais c'est pas démesuré, ça peut être pris en charge dans le cadre du dossier. Mais alors, avec un changement d'huisserie simple, si vous n'envisagez pas une rénovation plus globale, le problème va être de passer en effet le seuil d'éligibilité. Après, si vous vous engagez à faire plusieurs tranches de travaux, voilà, il faut déposer votre dossier en signalant qu'il y a plusieurs tranches de travaux prévues, dont la première est celle-ci. Normalement, quand on envisage une isolation thermique par l'extérieur, on ne commence pas par les huisseries, mais voilà, il faut voir avec le programme de travaux qui sera défini en fonction des besoins. Mais il est possible sur des projets qui sont comme ça, un engagement à réaliser des projets avec plusieurs tranches de travaux, de ne pas passer le seuil sur la première tranche ou la deuxième, voilà, mais sur l'ensemble des tranches de travaux. Merci pour cette précision. Alors, j'ai vu une deuxième main levée de Monsieur ou Madame Lahaye Poirier de la commune de Thorigné d'Angelou.
On ne vous entend pas si vous... Ouais, vous avez votre micro coupé. Voilà, là, il est ouvert. Bonjour. Oui. Donc, nous avons projet de rénovation de notre école, pas dans l'immédiateté, hein, on est plutôt sur l'année 2025-2026. On a un audit qui a déjà été fait, mais là, on a une urgence qui est liée en fait aux étés très chauds, donc de travailler sur l'installation de protection solaire. Donc, est-ce qu'on peut imaginer sur l'année 2024 de travailler sur ce projet-là, d'aller au bout du projet, et puis sur l'année 2026-2027, travailler le reste de la rénovation énergétique de l'école? Oui, bien sûr, sur 2024, du coup, en utilisant, comme je vous le disais, la sous-mesure. Donc là, vous aurez dans le formulaire le choix entre projet de rénovation énergétique ou projet visant uniquement l'amélioration du confort d'été. Pour 2024, vous visez cette sous-mesure-là pour faire le dossier et pour essayer d'avoir quelque chose rapidement. Enfin, c'est le but de la mise en œuvre de cette sous-mesure, c'était aussi de pouvoir avoir un accès assez simple et rapide pour ce type de travaux. Ok, très bien. Et vous savez à quel pourcentage de subvention il y a sur cette sous-mesure? Il n'y a pas de pourcentage défini, on est toujours soumis au minimum de contribution, si je puis dire, pour les collectivités demandeuses, qui est de 20%. Donc, en maximum, en cumul de subventions de 80% de subventions publiques. Et après, c'est à l'appréciation, je vous dis, locale du préfet. Donc, il n'y a pas de taux prédéfini, en tout cas. D'accord. Très bien, merci. Merci. Et une autre main levée de Jean-Marie Fricot. On ne vous entend pas si vous parlez, c'est beaucoup d'écho. Non, désolé, on ne vous entend pas du tout. Je peux répondre quand même à certaines questions sur des bâtiments éligibles entre-temps. Oui, je veux bien. Plusieurs dans le chat, alors j'ai pas tout peut-être fait le... Et là, vous m'entendez mieux parce que j'avais le casque en fait. Oui, tout à fait. Je ferai le tour après. Ok. Bon, donc Monsieur Fricot, vice-président de la communauté de communes Porte-Sud Périgord en Dordogne. Donc c'est pour donner un exemple pratique à votre intervenant. Alors pas le immédiatement précédent, mais le N-1, le maire qui a pris la parole. Alors donc je peux lui donner l'exemple de la communauté de communes. Donc dans un premier temps, on a effectivement fait faire une étude, un audit énergétique sur les 7 écoles de la communauté de communes que l'on gère. Donc, je lui recommande fortement de passer d'abord par cette phase d'audit parce que les solutions, je dirais, globales ne sont pas forcément celles que l'on croit. Quand il y a une étude énergétique qui est menée sur des bâtiments, il n'est pas question de regarder que les portes et les fenêtres, mais en fait, c'est l'intégralité de l'isolation pris, je dirais, comme un objet vivant, avec plein d'interactions entre les différentes parties. Ensuite, vous avez également un coup d'œil extérieur, ce n'est plus le vôtre, c'est un coup d'œil de professionnel qui, en plus de la stricte approche énergétique, peut également avoir des approches fonctionnelles. Donc, un coup d'œil extérieur qui souvent remet en cause, en fait, un petit peu vos certitudes, puisque ça fait un certain nombre d'années que vous gérez le scolaire et vous ne voyez pas tout avec les mêmes yeux qu'un intervenant extérieur. Donc, ça, c'est une première chose. Donc, les restitutions, les rapports qui sont faits, en fait, sont très instructifs parce qu'ils descendent très, très bas dans le détail. Deuxièmement, le coût. Alors, d'abord, bon, bien sûr, comme c'est des prestations intellectuelles inférieures à un certain montant, vous n'êtes pas obligé de passer par un appel d'offres, mais vous pouvez faire une consultation via devis. Quand vous faites cette consultation, le cabinet d'études, dans entre guillemets l'appel d'offres, mais ça n'en est pas un, vous lui fixez les missions attendues. Donc, nous, on avait fixé comme mission, bien entendu, l'étude énergétique, une étude également sur la qualité intérieure de l'air, puisque ça, c'est une obligation légale, et on n'est pas au top de ce côté-là. Et qu'est-ce qu'on avait? On avait fixé une troisième mission, ah oui, l'aspect réglementation, sécurité, incendie. Parce que bon, on a beau faire des audits par des professionnels, c'est des professionnels du secteur. Donc, ils sont jugés partis. Donc, il vaut mieux avoir affaire à un professionnel qui ne soit pas du secteur. Et donc, quand vous avez tout ça, en fait, vous avez vraiment un rapport sur le bâti de vos écoles. Et ça va bien au-delà d'une simple étude énergétique. Donc, c'est très intéressant à posséder. Ensuite, pour la partie le coût, je ne peux pas trop en parler parce que ça dépend du nombre d'écoles à auditer, mais je peux vous donner le chiffre. Nous, à la communauté de communes, pour l'ensemble des 7 écoles, on en a eu pour 38 000 € hors taxe. Mais ces 38 000 € hors taxe, derrière, on s'est adressé à l'ADEME,
qui nous en a financé 50%. Et au titre des contrats départementaux avec le département de la Dordogne, on a obtenu une notification pour les 50 autres %. Donc, pour répondre au maire de tout à l'heure qui s'intéressait sur l'aspect financier, on peut tout à fait lever des subventions qui diminuent, alors c'est le cas de l'ADEME, qui diminue par 2 la note finale. Et si vous avez un conseil départemental qui est engagé dans cette voie-là, vous pouvez réussir à gratter les 50% supplémentaires. Voilà, donc ça, c'était pour vous donner un exemple de l'utilité de ces études préalables, parce que nous, en tant qu'élus, bon, je sais bien qu'on nous prend pour des dieux, mais il faut quand même être réaliste, on ne sait pas tout faire. Donc, il faut aller chercher la compétence là où elle est, et de préférence objective, c'est-à-dire qui n'est pas impliqué dans... Merci. Alors, on a de nouveau le problème de C'est son. pas un cabinet d'architectes. On Voilà, vous mais entendait là, si vous mal sur votre m'entendez, dernier j'avais mot. Oui. Oui, alors, Mais- juste pour reprendre la fin, l'intérêt, c'est justement d'aller chercher un cabinet d'études énergétiques qui ne sera pas impliqué dans le reste de l'étude, parce que c'est pas un cabinet d'architectes qui pourrait prétendre ensuite à participer à la MOE. Donc, vraiment prendre un cabinet d'études énergétiques, il fera une mission unique et il ne sera pas impliqué pour la suite. Voilà, désolé, j'ai été un peu long, mais ça me semblait important d'illustrer par un exemple pratique. Merci beaucoup pour votre témoignage. Oui, merci. Je ne saurais pas dire mieux, hein. Il est toujours préférable, en effet, d'avoir au préalable un diagnostic global sur l'ensemble des problématiques à prendre en compte. En effet, qualité de l'air, adaptation au réchauffement, donc îlots de chaleur, problème donc de sécurité, en effet, enfin voilà, mise aux normes de sécurité et désamiantage nécessaire ou pas, et adaptation aussi aux nouvelles modalités pédagogiques. Donc voilà, toute la partie fonctionnelle dont vous avez parlé. En effet, voilà, tout ça peut être pris en compte après dans un programme de travaux qui est finalement plus général que la rénovation énergétique seule. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions que des personnes veulent poser de vive voix? Oui, David Philippe, si je pouvais reprendre la parole, merci. Et je voudrais remercier le vice-président pour ses précisions. Je vais ajouter que je suis dans une commune avec un budget qui est ce qu'il est, mais il ne me donne pas beaucoup d'amplitude et de marge de manœuvre. Il s'agit bien sûr de travaux d'huisserie. Je suis sur un bâtiment historique, donc isolation par l'extérieur, c'est hors de question. Mais je vais explorer cette piste d'études énergétiques afin de faire un projet. Et ce qui m'intéresse énormément, c'est le fait de pouvoir le faire en plusieurs tranches. Merci beaucoup pour ces précisions. Merci. Et j'ai enlevé mon casque, comme ça, je pense que vous m'entendez mieux. Oui, merci. Monsieur Dantel, Romain. Oui, bonjour. Voilà, je me posais la question par rapport aux demi-pensions qui sont parfois dans des bâtiments séparés, qui sont au sein de l'établissement, mais qui sont dans un bâtiment dédié. Les rénovations de ce type de bâtiment sont-elles incluses? Et quand on fait du remplacement d'équipements de production, donc de cuisine, on peut avoir des économies d'énergie qui peuvent être liées. Si ça pouvait être aussi inclus. Et je me posais la question aussi de savoir si la répartition de l'enveloppe nationale des 500 millions était répartie, de quelle façon ça pouvait être réparti à l'échelle des différentes préfectures départementales. Alors, je vais répondre du coup à votre première question et à d'autres sur le type de bâtiments qui sont, on va dire, éligibles. Donc, la mesure, elle vise particulièrement, elle cible les bâtiments tertiaires, les bâtiments publics tertiaires, mais il peut y avoir des logements. En revanche, les bailleurs sociaux ne sont pas porteurs éligibles de la mesure. Donc, voilà, pour ce qui est des logements conventionnés, c'est peut-être une autre chose. De façon générale, je rappelle que le fonds vert, il n'a pas vocation à se substituer à d'autres financements disponibles, en particulier pour la rénovation des logements. Si logements conventionnés et autres financements disponibles pour la rénovation, voilà, ce sera certainement pas prioritaire comme projet. Bon, les bâtiments mixtes sont éligibles. Il peut y avoir en effet école, mairie, école, hébergement, comme on dit, demi-pension. Pas de problème pour ça. J'espère avoir répondu à la première partie de la question et j'ai déjà un peu perdu la seconde.
C'était par rapport sur l'enveloppe des au... 500 millions. L'enveloppe, oui, pardon. L'enveloppe, alors, le principe général du fonds vert, à part sur une des mesures, c'est la fongibilité de toute façon des enveloppes, hein. Donc voilà, en gros, ce sont pas, c'est pas fixe et déterminé jusqu'ici. Par exemple, l'année dernière, enfin, je ne sais plus quelle était l'enveloppe pour la mesure de rénovation, elle a été largement dépassée parce que la fongibilité a bénéficié plutôt à la mesure de rénovation parce qu'elle a été très très sollicitée. Les enveloppes sont répartis au niveau local pour la rénovation comme pour les écoles en fonction de la population et en partie aussi en fonction de la population en QPV, en quartier prioritaire de la ville, école, parce que il y a quand même une décision qui a été prise en comité interministériel de la ville, hein, de cibler une partie des dépenses du fonds vert pour les établissements scolaires aux écoles en QPV. C'est de l'ordre de 30%. Avec, voilà, si possible, comme objectif à atteindre. Donc, le critère de répartition des enveloppes, c'est principalement la population. Enfin, c'est le même critère que la dotation en soutien à l'investissement local, en fait. Voilà. C'est la même critère que pour la répartition de l'enveloppe des SIL, qui est pris pour la répartition locale de la mesure rénovation énergétique du fonds vert. Sachant que je vous dis, c'est pas quelque chose de rigide, puisque tout est fongible quasiment dans le fonds vert. Donc, il faut y avoir fongibilité entre mesures localement. C'est surtout ça. Après, fongibilité au niveau national aussi. Ok, merci. J'ai vu plusieurs questions passer sur le calcul du gain des 40%. Oui. Est-ce que tu pourrais revenir dessus Oui. Voilà, comme ça a changé. J'aurais pu ajouter une slide là-dessus. Ce qui j'ai peut-être pas précisé, j'ai aussi passé une question, c'est qu'on est sur un calcul de consommation d'énergie qui est dit conventionnel. C'est-à-dire on n'est pas sur la consommation réelle du bâtiment, donc le taux d'occupation n'intervient pas, le taux d'occupation du bâtiment actuel. On est sur un calcul dit conventionnel, donc sur les 5 usages réglementés, chauffage, refroidissement, eau chaude sanitaire, éclairage et auxiliaire. On n'impose pas la méthode, en gros, comme c'est un peu comme pour une diagnostic de performance énergétique sur le logement, en fait, méthode conventionnelle, mais c'est du 3CL. Enfin voilà, on n'impose pas le logiciel, mais en gros, on est sur un calcul conventionnel sur les 5 usages réglementés. Je ne sais pas si la question a été posée, ça exclut parce qu'elle revient souvent, donc du coup, d'être que sur un seul usage, quoi. C'est-à-dire le relamping d'un bâtiment, en fait, le changement d'éclairage d'un bâtiment, voilà, concrètement, c'est pas ça. Ça ne va pas être pris en charge par la mesure. Il faut atteindre 40% d'économie d'énergie sur l'ensemble des usages. Voilà, il faut se rappeler ça. Et on est en énergie finale, on a fixé à 40% pour être un petit peu cohérent, on va dire, avec l'objectif, excusez-moi, 2030 du dispositif économie et énergie tertiaire, par exemple. On a quand même des petites différences d'application parfois, mais bon, voilà, ce 40% qui est repris aussi par le programme EduRénov. D'ailleurs, pour ces projets, voilà, on a essayé de quand même d'harmoniser un petit peu nos critères sur les différents dispositifs et quelque chose de facilement compréhensible par tous, par les porteurs de projets. Merci beaucoup. J'ai vu une main levée de Maxime Aubert. On ne vous entend pas, vous avez votre micro coupé. Pardon. Bonjour à tous, Maxime Aubert, département de Maine-et-Loire. Je rebondis sur votre dernière remarque on va dire, de cohérence avec l'objectif des décret tertiaire 2030. Quand à l'échelle d'un patrimoine, on peut être amené à aller plutôt vers un objectif en valeur absolue et non pas en valeur relative, qui des fois peut faire que sur un bâtiment ou sur un autre, on peut atteindre l'objectif des décret tertiaire sans aller à moins 40%, mais des fois à moins 30 ou à moins 25%. Est-ce qu'il y a dans ce cas-là une tolérance vis-à-vis du fonds vert si on démontre qu'on atteint bien l'objectif 2030 décret tertiaire? À ce stade, le seuil d'éligibilité, il est défini tel que je vous l'ai dit, c'est-à-dire 40% donc d'économie d'énergie après travaux. C'est-à-dire que la différence, en effet, du dispositif économie tertiaire n'a pas le choix entre valeur absolue et valeur relative. Et en plus, dans l'atteinte des objectifs du dispositif économie énergie tertiaire, on peut en effet être au niveau non pas d'un parc, mais d'un site, en fait, de plusieurs bâtiments, en effet, sur un même site. Et on a aussi les usages qui entrent en jeu, puisque tandis que là, on est sur de l'avant après travaux, on est vraiment plutôt, c'est vrai, en train de pousser des projets de rénovation performantes, vraiment assez globaux, quoi. Voilà.
Et pour atteindre en fait le seuil plutôt 2050. Enfin, on est vraiment sur la trajectoire neutralité carbone. L'objectif, en effet, moins 40%, il peut s'entendre, c'est vrai, un rapport à moins 40 avec, comme je l'ai dit, un peu en cohérence avec le dispositif économie énergie tertiaire, il est en fait plus ambitieux, tel qu'il est édicté là. Et on veut être sur la trajectoire de l'après seuil 2030. 2030, c'est demain. Hein. Donc, on veut permettre, en fait, par des projets de rénovation vraiment ambitieux, d'atteindre l'objectif 2050 plutôt. Voilà. Très bien, merci. Je vois une main levée de Monsieur Séraphin. Oui, bonjour à tous. Je voulais vous poser la question. En fait, je suis Guillaume Séraphin, du coup, du syndicat d'énergie de Charente-Maritime, le SDER. On a pour vocation d'accompagner les communes sur leurs projets de rénovation énergétique et de les conseiller sur les différents financements qui peuvent être amenés à solliciter. Et je rebondis sur ce que vous disiez sur le fait que entre le programme acté et son fonds chaîne, par exemple, n'est pas cumulable sur une même prestation avec le fonds vert. Je le comprends tout à fait pour l'audit, et nous, on a l'habitude d'orienter les collectivités plutôt sur le fonds chaîne à la phase audit. Par contre, ils vont forcément être amenés à demander une enveloppe de financement au titre du fonds vert pour les travaux. Et ma question, elle porte sur la maîtrise d'œuvre. Parce que du coup, aujourd'hui, Acté, par son fonds chaîne, a mis en place des règles assez complexes pour le financement de la maîtrise d'œuvre. Et je voulais savoir, est-ce que du coup, une commune peut demander une subvention uniquement pour les travaux et détacher la partie étude de maîtrise d'œuvre pour la faire financer par chaîne? Ou comment est-ce que cette articulation pourrait se passer? Ce serait plutôt ça. En fait, c'est l'ensemble des prestations d'énergie où vous les mettez toutes sur le même dossier que le fonds vert, mais si c'est ce qui est possible, ou si en effet le programme acté est intervenu avec la partie maîtrise d'œuvre, il faut isoler la partie travaux et faire un dossier dépôt fonds vert que sur la partie travaux. D'accord. Tout ce qui est prestations, ça commence à être complexe oui. à présenter en commune. Oui, on ne pourra pas avoir de cumul comme vous disiez même plus clairement que moi sur les aides, les aides, comment dire, oui, les financements programmes pour la actés maîtrise d'œuvre également, ouais, sur tout ce qui est prestations d'énergie. Merci. Prestations d'énergie, pardon. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions parmi vous? Je peux reprendre aussi les questions du chat. Je regarde aussi, je pense que j'en ai certainement oublié. Pour les différences, alors pour les études thermiques, études énergétiques, ce sont des appellations. C'est le contenu est défini dans les annexes du cahier d'accompagnement de la mesure. Et donc, c'est le contenu qui définit, voilà, qui compte, tout document qui contient ces éléments d'information qui a été réalisé par un professionnel qualifié, voilà, fait office de études thermiques pour la métropole, études énergétiques pour l'outre-mer. On a pris deux appellations différentes. Voilà, il ne faut pas se fier. Voilà, c'est juste une appellation qu'on a retenue pour être un peu plus générique et distinguer les deux, puisqu'il y a des petites différences entre métropole et outre-mer. Le contenu est détaillé dans les annexes du cahier d'accompagnement. D'ailleurs, je vous ai dit que je vous mettrai le lien direct. Je peux aussi vous mettre ça dans le chat. Une question également sur les délais de l'instruction des dossiers. Est-ce que Mélanie, tu peux nous en dire plus? Pardon, je suis en train de faire ça. Les délais d'instruction. Alors, ils ne sont pas définis, c'est-à-dire pas de minimum, maximum. Alors que l'instruction vraiment se passe au niveau local, départemental, je pense qu'il y a quand même, certainement quelque part, le fonds vert étant régi par un décret sur les subventions d'investissement. Il y a peut-être un délai maximum, mais en gros, c'est vrai que les services sont parfois un petit peu débordés. Il y a eu l'année dernière, et puis la disponibilité, en effet, des fonds aussi parfois. Il y a un gros succès, en effet, l'an passé. Je ne peux pas vous donner vraiment de délai indicatif. Une fois le dossier déposé, ou même en amont,
le mieux, c'est de vous adresser à la préfecture de votre département pour savoir ce qu'il en est voilà, de l'instruction et des délais possibles. Là, il y a quand même, mais je n'ai pas une vision territoriale en fait, vu que c'est l'initiation déconcentrée. Je sais qu'il y a de nombreux dossiers qui ont été basculés déjà de 2023 à 2024. Ça ne veut pas dire que les dossiers déposés dès aujourd'hui seront traités qu'à la fin, après tous les autres. Il y a certainement des dossiers à compléter là-dessus, des problématiques d'instruction ou de pièces ou d'informations supplémentaires à demander. Je n'en sais rien. Donc vraiment, le mieux, c'est de vous adresser à votre préfecture pour avoir une idée. Et comme je vous l'ai dit, des fois, il y a des dates de relève, des choses peut-être plus qui sont indiquées. Enfin, localement, parfois, voilà, il y a quand même une grande liberté qui est laissée au niveau local, de déclinaison parfois. En tout cas, sur la gestion, ils peuvent faire des périodes avec des dates de relève pour les dossiers et peut-être indiquer plus précisément des délais d'instruction. Voilà. Je ne sais pas ce qu'on vient de m'envoyer. Oui. Alors, la question sur le label, elle est pas, on n'impose pas une labellisation. En fait, on demande si il y a une labellisation est demandée. Enfin, le projet bénéficie ou exige. Comment dire, oui, si vous avez prévu une labellisation du projet de rénovation. Et on a notamment cité la labellisation BBC parce que c'est Effinergie, parce que c'est un peu par rapport à cette labellisation BBC qui est en parallèle. Enfin, comment dire, j'essaie d'être assez claire. Par exemple, il y a une nouvelle directive efficacité énergétique européenne qui est en cours de transposition, qui va exiger des rénovations de tous les bâtiments des organismes publics, enfin, un pourcentage de surface à un niveau qu'on dit NZEB, c'est-à-dire quasi zéro énergie. Et aujourd'hui, ce quasi zéro énergie correspond au label BBC. Voilà, au label basse consommation. C'est pour ça qu'on a en particulier cité celui-là et qu'on l'a cité aussi dans le cahier comme un objectif de performance va être à atteindre. On ne l'exige pas pour l'éligibilité des dossiers. On encourage à atteindre ce type de performance, on va dire. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions parmi vous. Ah, si, je vois une main levée. Monsieur Séraphin. Oui, c'est en fait Édouard Pardou qui parle. Je suis le collègue de Guillaume. On s'interroge là par rapport aux différents dispositifs dont l'instruction est du ressort du département. Donc d'un côté, la DETR, DSIL, ce sont des dispositifs dont on a l'habitude. De l'autre côté, le fonds vert. De mémoire, la DETR, DSIL, les demandes se font entre novembre et janvier, en gros. Et donc le fonds vert, c'est au fil de l'eau. Donc on se pose la question, les projets sont donc évalués 2 fois, une fois pour DETR, DSIL et ensuite pour le fonds vert. Ça, c'est une première question, avec bien évidemment derrière, vous imaginez bien le questionnement. Derrière, c'est ne serait-il pas opportun de juger les choses de manière globale? C'est une première question. Et du coup, la deuxième aussi, c'est y a-t-il, parce que je crois savoir qu'il y a eu des projets qui étaient fléchés DSIL et qui ont été basculés sur du fonds vert. Et du coup, ça pose donc la question des transvasements de fonds, si je puis dire. Et donc, est-il toujours pertinent de faire des demandes de DETR et DSIL? A-t-on plus de chances d'avoir des subventions plus importantes? Ou peut-il suffire de ne faire qu'une demande de fonds vert? Voilà la question. Alors, en effet, l'instruction se fait donc, pour l'ensemble de ces subventions publiques citées au niveau du département, enfin de la préfecture de département. On a des exigences sur le fonds vert qui ne sont pas tout à fait les mêmes, enfin qui ne sont pas les mêmes que sur DSIL, DETR. Donc, on a essayé il y a quand même, alors on n'a pas un dossier unique, mais il n'y a pas normalement pas complètement double instruction non plus. Il y a 2 dossiers avec un tronc commun maintenant pour DECL, DETR et fonds vert qui est quand même, il y a eu une harmonisation un petit peu des dossiers. Cette année, pour la première fois, donc DSIL et DETR se font uniquement par la voie de formulaires sur démarche simplifiée avec un modèle national qui peut être décliné. Et ce modèle national, il a été repris, enfin, il y a un tronc commun qui est repris pour le fonds vert. Si les dossiers déposés sur plusieurs
plusieurs dispositifs. Il y a c'est pareil, des règles un petit peu de simplification cette année, alors que vous retrouverez. Le problème, c'est que je n'ai pas lu l'instruction encore des dotations. Je ne sais pas si elle est parue. J'ai pas suivi si l'instruction 2024 est parue. En gros, on va dire, en tout cas pour DSIL, parce que la DETR, il y a aussi des priorités différentes qui sont définies localement. Je ne m'avancerai pas trop. DSIL, fonds verts, ce qui est convenu, en gros, c'est que si le dossier a été instruit pour l'une, on ne va pas redemander les mêmes pièces pour l'autre. On demandera que les pièces justificatives qui sont différentes entre les deux instructions. Par exemple, le projet projet de rénovation est instruit sur DSIL. L'étude thermique, pièce justificative obligatoire, n'est pas demandée pour la DSIL, elle est sur le fonds vert. S'il doit y avoir un complément fonds vert, s'il va y avoir cumul des deux, voilà. En gros, à l'instruction du dossier fonds vert, on va pas redemander l'ensemble des pièces, on va demander la pièce justificative supplémentaire. Mais il y aura quand même 2 dossiers. Mais on a essayé d'avancer sur une simplification, une meilleure articulation. Est-ce qu'il vaut mieux déposer à un seul ou à plusieurs? Alors, je me dis, c'est vrai qu'il y a quand même des... Là, je ne sais pas s'il y a une stratégie et ce n'est pas moi qui vous la donnerai. Et ce qu'il y a, c'est que voilà, on n'a pas toujours les mêmes critères, les mêmes exigences et les mêmes priorités sur les différentes dotations, tout de même. Ok, Même s'il y a aujourd'hui du verdissement des dotations à l'investissement local, on n'a pas tout à fait les mêmes exigences. Okay, donc encore faut-il que le projet soit éligible sur tous sur les différentes dotations. Oui, disons que la question était posée dans l'hypothèse où quand on coche les cases du fonds vert, normalement on doit cocher les cases en tout cas de la DSIL. D'où la question. Mais bon, je retiens qu'on fera 2 dossiers. D'ailleurs, des dossiers rapides, je vous dis après, normalement, il n'y a pas à remettre toutes les pièces, quoi. On peut pas, comme ce sont des circuits quand même si l'instruction est nouvelle, voilà, des programmes budgétaires qui ne sont pas gérés au même endroit, etc. Voilà, il y aura 2 numéros de dossier. L'instruction, normalement, voilà, on ne peut pas vous redemander 10 000 fois les mêmes choses. Et je vous dis, en tout cas, le formulaire de demande a été normalement, non pas calqué, c'est pas identique, mais le tronc commun est assez similaire. Ok, merci. Merci beaucoup. Alors, on arrive à la fin de l'heure de notre webinaire. Donc, je vous propose de vous transmettre le support de présentation à la fin de ce webinaire, de vous transmettre le replay également, puisque j'ai enregistré le webinaire, et de ne pas hésiter à nous écrire, évidemment, si vous avez des questions complémentaires, et de vous tourner vers donc les préfectures des départements, n'est-ce pas, Mélanie, pour toutes les questions sur le fonds vert et sur le programme EduRénov par ailleurs, voilà, pour nous écrire. Pardon, sur les préfectures, surtout si vous avez vraiment sur le point de déposer un dossier, vous avez un dossier en attente sur des choses qui concernent vraiment le dossier de demande. Et sur normalement les documents support dont je vous ai parlé, notamment le cahier d'accompagnement, vous donne quand même pas mal d'informations sur le cadre et l'éligibilité. Merci beaucoup. Excusez-moi, j'ai une dernière question. J'avais levé la main, mais peut-être que vous n'avez pas vu. C'est moi qui ai demandé pour le label rénovation, donc Émilie Delaporte, Fédération départementale d'énergie de la Somme. Une commune nous a fait remonter que sur le portail démarche simplifiée, il fallait cocher soit label BBC Réno, soit autre label. Donc elle nous a envoyé une copie écran, ce que j'ai mis sur le chat. Et donc, ces autres labels, ils demandent de préciser. Donc, vous dites qu'il ne faut pas de label rénovation. La question posée, c'est est-ce que le projet fait l'objet ou pas d'une labellisation? Il n'y a pas. Alors, oui c'est ou peut-être non, pas en sous fait. forme de question. Le problème, c'est que là, non, si, écrit. Le projet fait-il l'objet d'une labellisation pour la rénovation? En gros, il manque le si oui, quel est le label, quoi? Est-ce que c'est le label BBC ou autre, quoi? Mais c'est peut-être juste une problématique de retranscription dans le formulaire, je dirais. Ce n'est pas une condition, c'est juste une question qui est posée, à savoir si le projet a fait ou pas l'objet d'une labellisation et si oui, laquelle, en fait. Voilà. Parce que là on était la commune était bloquée pour remplir. À ce moment-là, c'est un problème dans le formulaire. Du coup, je vais la reprendre. J'espère que je peux la copier. Je vais la reprendre et je vais les signaler. J'avoue que j'ai essayé pourtant de le tester le formulaire, mais il y a certainement des choses qui ont pu nous échapper. Normalement, c'est juste un champ conditionnel si oui, et d'information qui n'est pas obligatoire pour la suite, quoi.
D'accord, tu dois, très on remplit bien. oui ou non, et si oui, on précise, mais voilà, c'est rassurant. C'est noté. C'est noté. Merci. Merci. Merci beaucoup. Je vous propose de mettre fin à ce webinaire. Merci à tous pour votre présence. Merci beaucoup, Mélanie, pour ces explications. Et je vous transmets toutes les informations par mail. Merci beaucoup. Merci. Merci, au revoir.